Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour continuer ensemble l'étude du premier module portant sur les caractéristiques du conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Il s'agit d'une séance de lecture dont l'objectif consiste à identifier la fonction de l'incipit ou l'incipit. Nous allons axer notre analyse sur le support, bien sûr un extrait de l'incipit de Candide, allant de « Il y avait en Westphalie » jusqu'à la hardiesse de le lui dire. Un petit rappel de ce que nous avons vu lors de la séance des activités augurales. Le titre de l'œuvre, Candide ou l'optimisme. L'auteur est Voltaire. C'est un conte philosophique qui a été apparu en 1759. Il appartient au mouvement des Lumières qui remonte au XVIIIe siècle. Commençons d'abord par la lecture du passage. Je vous invite à prendre en note et à me suivre. Comment Candide fut-il élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'Islui? Il y avait en Westphalie, dans le château de monsieur le baron de Tindertentronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 au quartier et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu avec l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tous Monseigneur. Et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en toute dignité de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi, avons-nous des lunettes, les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. Et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux. Aussi, monsieur, Monseigneur, a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons, étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est possible, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est donc mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire.
Maintenant, nous allons effectuer une deuxième lecture. Au fur et à mesure, nous allons essayer de repérer les éléments contextuels, à savoir linguistiques et thématiques, qui nous aideront à dégager et à proposer les axes de lecture. Donc, nous allons maintenant procéder à une analyse et une explication linéaire qui nous permettront de repérer les axes de lecture, de dégager les axes de lecture à travers le repérage des éléments thématiques et linguistiques. Nous commençons déjà par le premier paragraphe. Il y avait en Westphalie, nous avons déjà un indicateur de temps, il y avait, et de lieu. Westphalie, c'est une région qui se trouve en Allemagne. Le château aussi est un indicateur de lieu. Tinder-Tentronck est une appellation fictive attribuée au château. C'est une appellation imaginaire, donc c'est un château qui n'existe pas en réalité. Nous avons encore la présentation du premier personnage, Candide. Nous avons déjà parlé lors des activités augurales que Candide est un adjectif attribué pour désigner une personne naïve, innocente et pure. Déjà, nous avons les caractéristiques qui annoncent la naïveté de Candide. Simple d'esprit, jugement assez droit. Nous avons aussi des informations sur les origines de ce personnage. C'est le fils de la sœur de monsieur le baron et d'un honnête gentilhomme. Les prénoms des parents, on a peu d'informations sur les parents et le père est anonyme. Donc ici, nous avons des informations sur l'origine. Candide est un bâtard, c'est un fils illégal parce que la sœur du baron a refusé d'épouser son père parce qu'il n'a pas pu justifier son appartenance sociale, il n'a pas pu justifier sa noblesse. Donc il a refusé de l'épouser parce qu'il le considère comme roturier. Le personnage suivant, c'est monsieur le baron. D'après le titre, nous constatons que le baron appartient à la noblesse, à une classe sociale aristocratique. Caractérisé par sa puissance, il est obsédé par le titre, le prestige d'être seigneur. Des indicateurs sur le lieu, nous avons des informations ou bien peu d'informations sur le château et sur ses meubles. Un château qui n'a qu'une porte et des fenêtres. Donc c'est un simple château assimilé à une simple maison. Peu de formations ou bien peu d'informations sur les meubles. Les meubles ne sont pas majestueux, n'annoncent pas vraiment un lieu ou bien un cadre noble. Les chiens avaient ou bien les chiens étaient dans le besoin. Château qui annonce la pauvreté. Le seigneur fait des économies sur la nourriture. Ne mange pas, les chiens ne sont pas assez nourris. Ces palefreniers étaient ses piqueurs, des économies sur le personnel qui s'occupe de la maison, peu de domestiques. Les palefreniers, normalement, c'est le personnel qui s'occupe des cheveux, les piqueurs, ceux qui s'occupent des chiens. Donc, les domestiques exécutent les mêmes tâches. Le vicaire était son aumônier. Aussi, encore, une caractéristique du baron, il riait quand il faisait des comptes. Donc, c'est un personnage qui n'est pas vraiment posé, qui n'est pas digne de sa classe. Il s'amuse à raconter des histoires plaisantes à ses domestiques. Donc, il ne garde pas vraiment une distance entre lui et ses valets ou ses servantes. Donc, d'après les caractéristiques attribuées à Madame la baronne, nous constatons qu'il est assimilé ou bien qu'il est introduit comme étant une personne laide, obèse et peu intelligente. Et il est considéré ou vénéré grâce à sa masse corporelle. Cunégonde, la fille du baron et de la baronne, nous avons des informations sur son âge.
D'après les adjectifs attribués à Cunégonde, ne constatant qu'elle est belle, fraîche, grasse, appétissante, certes, les adjectifs qui caractérisent Cunégonde, ce sont des adjectifs attribués à la nourriture, donc Cunégonde ici est assimilé à une volaille. Le fils du baron ressemble à son père, il est aussi obsédé par le prestige social et fier de sa noblesse. Pangloss, le personnage suivant, c'est le précepteur, donc c'est sa fonction ou bien sa mission est d'éduquer les enfants du château. Était l'oracle, il est doté d'une autorité divine. L'oracle de la maison, encore une fois, une caractéristique qui prouve que Candide est un personnage naïf et crédule. Il écoutait donc, il avait l'habitude de croire aux paroles de Pangloss, à ses leçons. Pangloss, il enseigne une science qui n'existait pas, la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Déjà, nous avons le terme nigo qui a une connotation péjorative. Et encore une fois, il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. C'est la philosophie de Pangloss. Et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château, le plus beau des châteaux, la meilleure des baronnes. Donc, les expressions utilisées par Pangloss renvoient à la philosophie de Leibniz. Rappelez-vous l'optimisme dont on a parlé lors de la séance des activités augurales. C'est la philosophie qui postule que tout est bien, quoique le mal existe, il faut toujours considérer que le monde ou bien que la société est parfaite. Passons maintenant au paragraphe suivant. Nous avons les propos de Pangloss mis entre guillemets pour introduire le raisonnement argumentatif de Pangloss. Déjà, il commence par « il est démontré ». L'emploi des liens logiques. On a l'impression qu'il est là en train de raisonner, mais en fait, son discours est absurde. Les nez ont été faits pour porter des lunettes, donc il a inversé les causes et les faits. Normalement, les lunettes sont fabriquées pour être portées et adaptées au nez. Alors, tout le discours de Pangloss est insensé. Encore, il ne cesse de répéter des expressions qui nous réfèrent à la philosophie de Pangloss. Très beau, le plus grand, des liens logiques par conséquent. Il fallait dire que tout est mieux, il fallait dire que tout est en mieux. Encore une fois, une référence à la philosophie de Leibniz. Candide, écoutez attentivement. Donc, écoutez, il s'intéresse à la philosophie de Pangloss et il y croit innocemment. Donc, encore une fois, l'esprit ou le caractère crédule de Candide. Car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Une autre information, Candide est amoureux de Cunégonde. Nous identifions ensemble l'extrait. Le type du texte, donc il s'agit bel et bien d'un texte narratif descriptif. Nous avons des éléments de la narration et des éléments de la description. Les connecteurs temporels, nous avons un retour en arrière pour raconter l'historique ou bien pour raconter les origines de Candide. La description à travers les procédés de caractérisation, les figures de style, les adjectifs pour caractériser les personnages. Mais le texte est à visée argumentative. Donc nous avons parlé déjà de l'argumentation indirecte. Maintenant, en tant que lecteur, on est censé interpréter les symboles pour repérer la thèse de Voltaire. La tonalité qui a été mise au service de la visée argumentative est celle ironique. Nous allons découvrir
les éléments de l'ironie dans le texte. La focalisation adoptée est la focalisation zéro. Donc nous avons un narrateur omniscient, un narrateur qui connaît plus que les personnages. Il connaît le passé de Candide, ses origines, il connaît même sa bâtardise. Nous situons le passage. Donc ce passage constitue l'ouverture de l'œuvre. Il s'agit de l'incipit du conte philosophique intitulé Candide ou l'optimisme. À travers la lecture et à travers l'analyse, nous allons vérifier les hypothèses suivantes. Nous allons vérifier si cet incipit correspond parfaitement au conte philosophique, s'il répond aux caractéristiques de celui-ci, et nous allons aussi vérifier la portée satirique de l'œuvre qui attribue une dimension philosophique pour vérifier s'il s'agit parfaitement d'un conte philosophique. Je vous laisse le soin de deviner avec moi les grands axes de lecture. Nous allons revenir sur ce que nous avons repéré tout à l'heure. Donc, nous avons repéré les indicateurs spatio-temporels, le temps. Déjà, le texte s'ouvre sur une formule qui rappelle les contes de fées, qui commence par l'expression « il était une fois », donc « il y avait » est assimilé à « il était une fois ». L'ouverture de ce conte ancre l'histoire dans un passé lointain. Donc nous avons un passé indéfini, imprécis, un passé non délimité. Le titre Baron, déjà, nous renvoie aux contes merveilleux, aux contes traditionnels que vous connaissez, contes de princesses et de princes. Laisse prévoir qu'il s'agit du temps de la noblesse et des inégalités sociales. Le lieu, donc il s'agit d'un lieu réel, toponyme. Nous avons une région qui existe réellement, la Westphalie, une région qui se trouve en Allemagne. Le château Tindertentrunk, donc nous avons déjà ici un mélange entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire ou fictif. L'appellation, comme nous avons dit déjà tout à l'heure, c'est une appellation inventée. C'est le château de Monsieur le Baron. Donc certainement, vous avez deviné qu'il s'agit du cadre spatio-temporel. Passons au deuxième élément qui nous aidera à deviner aussi le grand premier axe. Les personnages, nous avons Candide. C'est un personnage doux, innocent, naïf et crédule. Il est bâtard, non reconnu. Ses centres d'intérêt, ou bien ses centres d'intérêt, c'est la philosophie de Pangloss et aussi l'amour de Mademoiselle Cunégonde. Monsieur le Baron, c'est un personnage vaniteux, puissant, ridicule, qui racontait des contes plaisants à ses domestiques. Il est d'origine noble, il s'intéresse au prestige social. Madame la Baronne, il est réduite à sa masse corporelle, grosse, obèse, respectable, donc il est digne de respect grâce à son corps. Donc, même statut social, elle est noble, elle s'intéresse aussi au prestige social. Cunégonde, la fille du baron et de la baronne, est une personne belle, haute en couleur, blonde. Elle a un physique séduisant. Elle est noble aussi et s'intéresse au discours de Pangloss et à l'amour. Le fils du baron ressemble à son père. Noble, il s'intéresse au prestige social. Pangloss, déjà son nom veut dire quelqu'un qui parle de tout. Elle est pédant, elle aime étaler son savoir. Bavard, il parle beaucoup. Optimiste, parce qu'il croit à la philosophie de Leibniz. Déjà, elle incarne bien, Pangloss incarne la philosophie de l'optimisme. C'est le précepteur et il s'intéresse à la philosophie de Leibniz et l'optimisme. Certainement, vous avez deviné qu'il s'agit
de la présentation des personnages principaux. Donc, nous avons relevé ensemble le cadre spatio-temporel, les personnages principaux. Nous pouvons maintenant constater qu'il s'agit de l'aspect du conte traditionnel. Donc, le début du conte nous rappelle le conte traditionnel. En guise de synthèse partielle, nous constatons que les informations essentielles fournies par l'incipit permettent de parler du début d'un conte. Donc déjà l'incipit annonce le genre. La formule d'ouverture du conte, il y avait qui s'apparente à l'expression « il était une fois », utilisée dans les contes traditionnels. Le château, le décor du conte par excellence. Nous avons aussi la fiction, l'invention de l'appellation du château, Tinder Tentrunk, et aussi la métaphysico-théologo-cosmolonigologie, la science qu'enseigne Pangloss. Nous constatons aussi qu'il y a la temporalité, absence d'indice temporel, puisqu'il y avait un carne ou bien ancre l'histoire dans un passé lointain. Nous n'avons pas vraiment une précision par rapport au temps. Voltaire, donc, certes, il a respecté les caractéristiques du conte traditionnel, mais il a introduit la fiction. Donc, il a transgressé les codes conventionnels du conte traditionnel. Nous avons l'absence du merveilleux, les lieux réels. Absence aussi de personnages féeriques que vous connaissez et que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir dans les contes ou bien à travers les contes merveilleux. La fée à la baguette magique, donc ici, on n'a pas de fée. On a des personnages ordinaires qui sont réduits à des qualités stéréotypes, voire ridicules et grotesques. Nous avons une caricature de certaines personnes. Nous allons passer maintenant au deuxième grand axe. Donc, je vous laisse encore le soin de le découvrir à travers les éléments que nous avons repérés tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, nous constatons qu'il y a une dénonciation de la noblesse. Il s'agit d'une fausse noblesse qui prétend la richesse et la puissance. Rien dans le château n'annonce la richesse, rien n'annonce le luxe. Nous avons peu de meubles, une seule porte, un château ordinaire qui a des portes et des fenêtres. Il est assimilé à une simple maison, n'a rien de particulier. Un baron ridicule qui raconte des contes plaisants et amusants à ses domestiques. Normalement, un conte doit être posé, ferme. Un château qui ne possède pas assez de domestiques, donc nous avons déjà découvert que Monsieur le baron fait des économies sur le personnel, sur la nourriture. Aussi, rappelez-vous, nous avons, d'après les propos de Pangloss, il mange le porc tout au long de la semaine, donc il ne change pas de nourriture. C'est ce qui annonce la pauvreté et c'est ce qui laisse vraiment prévoir que Voltaire ici est en train de dénoncer et de critiquer la noblesse. Les signes de pauvreté, ils se nourrissent du porc toute la semaine. La sœur du baron a refusé d'épouser le père de Candide parce qu'il n'a pas pu prouver que 71 quartiers de noblesse. Donc ici, une remise en question de la hiérarchie sociale. Passons à la deuxième partie du deuxième grand axe.
Donc, d'après les propos de Pangloss, mis entre guillemets, nous avons déjà découvert l'absurdité de son raisonnement qui semble argumentatif, qui a l'air argumentatif. Donc, à travers le personnage de Pangloss qui incarne la philosophie de Leibniz, de l'optimisme, Voltaire s'attaque à Leibniz et à l'optimisme. On reconnaît Leibniz dans la pensée de Pangloss. Il affirme que tout est mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pangloss a l'habitude, tout au long, vous allez découvrir au fur et à mesure de la lecture de Candide, des autres chapitres, que Pangloss ne cesse de répéter des propos qui renvoient à la philosophie de Leibniz, l'optimisme. Voilà, établissent un raisonnement absurde et stupide, manque de lucidité, manque de raisonnement. Il inverse la cause et l'effet. Les nez ont été faits pour porter des lunettes, pourtant avons-nous des lunettes? Et c'est l'inverse. Normalement, ce sont les lunettes qui ont été fabriquées pour être adaptées et être portées par le nez. Donc, vous avez deviné qu'il s'agit ici d'une critique adressée à l'optimisme. Troisième et dernière partie du deuxième grand axe, la tonalité ironique jalonne l'extrait. Donc, vous avez repéré les indices du registre ironique à travers la description des personnages, la caricature et le château qui semble, il donne vraiment, cette description semble améliorative, mais la connotation est péjorative. La caricature de Madame la Baronne, le narrateur ironise sur l'obésité de la Baronne. Nous avons la présence d'une série d'antiphrases. Un des plus puissants seigneurs, le plus grand baron de la province. Donc ici, le narrateur entend le contraire, dit le contraire de ce qu'il veut faire entendre. Une très grande considération, la suite c'est grâce à son obésité et à sa masse corporelle, le plus beau des châteaux, et nous avons déjà découvert qu'il s'agit d'un château ordinaire et qui ne possède rien de particulier. La meilleure des baronnes possibles, une baronne peu intelligente, elle est caractérisée comme une meilleure. Donc, vous avez découvert l'ironie voltairienne. Donc, à travers les sous-axes que nous avons relevés, nous avons la critique de la noblesse, la critique de l'optimisme, l'ironie voltairienne. Donc, ces trois éléments attribuent un aspect satirique. Donc, nous pouvons parler maintenant de la dimension satirique, l'argumentation indirecte. Voilà la thèse de Voltaire. C'est pour cela, tout à l'heure, nous avons parlé de la visée argumentative. Nous constatons finalement que l'incipit de Candide ou l'optimisme remplit parfaitement les fonctions de l'incipit ou l'incipit, à savoir la fonction informative, donc il fournit les informations nécessaires sur le cadre spatio-temporel, personnage, les caractéristiques, etc. Il a aussi annoncé le genre de l'œuvre. Il met l'accent sur la portée argumentative et la visée de Voltaire, à travers la satire et l'ironie. La fonction incitative, cet extrait suscite le suspense et incite le lecteur à lire l'intégralité de l'œuvre. Donc, je vous invite à votre tour de continuer la lecture des chapitres suivants pour repérer et pour interpréter la thèse de Voltaire. La séance